Après avoir géré les pages, nous pouvons attaquer les articles. Alors, la différence entre les pages et les articles, dépendamment d'où vous vous trouvez et de ce que vous utilisez comme élément de comparaison, ça peut être très très faible ou un peu conséquent. Pourquoi? Parce que les articles, c'est du contenu au même titre que les pages, mais la différence, c'est que c'est un contenu qui peut changer de manière fréquente, qui peut être rajouté ou modifié en continu. Ce contenu a une valeur généralement temporelle ou temporaire, c'est temporaire que j'aurais dû utiliser comme adjectif. Pourquoi? Parce que vous pouvez publier une information à un moment donné, par exemple le 20 mars 2020, et puis le 21 mars 2020, l'information que vous avez publiée dans un biais la veille n'est plus du tout valable parce que l'état du monde a changé, le coronavirus est venu, blablabla, bla, 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 tout un tas de choses se sont passées qui font que l'information d'hier n'est plus tout à fait vraie aujourd'hui. C'est différent des pages. La manière de me contacter hier, oui, elle peut changer, c'est vrai, mais à moins qu'il y ait un cas vraiment extrême, ce sera pas mal la même chose. Alors vous pourriez me dire que mais c'est pareil avec ce que les articles disent, à moins de certaines situations extrêmes. euh, Comment dire ça? Certains changements ne vont pas survenir. C'est vrai, je vous comprends. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez avoir un contenu périn sur votre site web, surtout un contenu structurel, en général, vous allez le mettre au niveau des pages, tandis que dans les articles, vous allez mettre tout ce qui peut s'apparenter à un journal. C'est même pour ça que ça s'appelle blog, post, à des biais. C'est un peu comme, pas des impressions, comment est-ce que je pourrais dire ça? Des avis que vous émettez sur certains sujets au gré de vos humeurs, au gré de vos pensées, etc., etc. Ce sont vraiment des choses temporaires qui ne définissent pas nécessairement la structure profonde de votre site web. Bref, je ne voudrais pas entrer dans trop de détails parce que ça peut vite devenir philosophique. Ce qu'on dit des pages peut très bien s'appliquer aux articles et vice-versa. Par contre, au niveau de WordPress, il y a des éléments particuliers que vous allez retrouver chez les pages, que vous allez retrouver chez les articles, pardon, mais pas chez les pages. Par exemple, les articles peuvent être regroupés par catégorie ou par mots-clés. On va le voir tout de suite. Ou plutôt avant de le voir, pour gérer les articles, vous allez dans le tableau de bord et vous vous dirigez dans la section des articles. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette démarche-ci, mais pour que ce soit plus simple pour vous, ça peut être intéressant de préparer d'abord les catégories et les étiquettes avant de commencer les articles. Il est vrai que si vous entamez un blog, un journal, vous n'allez peut-être pas connaître dès le départ toutes les catégories des articles que vous allez créer par la suite. Mais si vous avez au moins quelques idées au départ, c'est mieux de les créer. Ça va beaucoup améliorer et accélérer votre processus de travail. Nous sommes dans le tableau de bord. On peut donc se diriger dans la section des articles. Et en cliquant sur tous les articles, on a la possibilité de voir tous les articles qui ont déjà été créés. Nous avons fait le ménage tout à l'heure, donc nous n'avons plus aucun article, mais nous pouvons en rajouter. Mais avant de rajouter, comme je vous disais, ça peut être intéressant de créer directement les catégories. Les catégories, ce sont des subdivisions qui vont vous permettre de regrouper les articles et que ça rende les choses plus faciles également pour vos utilisateurs. Si vous êtes par exemple un site web qui fait dans la remise en forme, vous pouvez avoir une catégorie pour les astuces, vous pouvez avoir une catégorie pour les produits, une catégorie pour les avis, etc. Et vous pouvez créer des articles. Et quand vous allez créer des articles, vous allez les affecter à ces catégories-là. Alors, un article peut être affecté à plusieurs catégories, dépendamment de comment est-ce que vous le structurez. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer les catégories? C'est simple. Vous vous dirigez au niveau de la section catégorie, la sous-section catégorie de article. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de donner un nom à votre catégorie. Donc, je vais peut-être appeler, donner le nom WordPress.
N'oubliez pas, nous sommes en train de créer un site web qui s'appelle Une étape à la fois. Donc, on pourra peut-être créer des billets en rapport avec WordPress. Alors, vous pouvez donner le nom. Comment dire ça? De préférence, n'écrivez rien ici, sauf si vous avez, si vous êtes un peu avancé ou intermédiaire. Mais c'est mieux en général de rien écrire parce que le système va récupérer l'information que vous avez mise là et va la traduire de la bonne manière ici. Donc, et avant de continuer, il existe une catégorie par défaut que vous ne pouvez pas enlever qui s'appelle non classé. Cette catégorie-là récupère tous les articles qui n'ont aucune catégorie d'assigné. Donc, je vais ajouter la catégorie. Ça fait WordPress. On va par exemple parler également de SharePoint. On fait ajouter une nouvelle catégorie. Et vous pouvez créer des sous-catégories. Alors, si on veut par exemple parler des thèmes de WordPress, parce qu'il existe des centaines de thèmes, on va peut-être publier des revues de certains thèmes après les avoir testés, etc. Alors, comme c'est une sous-catégorie, ah, j'ai oublié mon cher accent grave. Comme c'est une sous-catégorie de WordPress, ce qu'on peut faire, c'est qu'après avoir écrit thème, au niveau de catégorie parente, on peut venir prendre ici WordPress par exemple. Et si je fais ajouter une nouvelle catégorie, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer thème, mais vous voyez qu'il y a un tiret en dessous de WordPress. Ce que ça veut dire, c'est que la catégorie parente, c'est WordPress, et la catégorie fille, c'est thème, par exemple. Et vous pouvez aller ainsi de suite. Je veux dire jusqu'à l'infini, j'ai jamais testé pour savoir jusqu'où ça s'arrête, mais c'est ce que vous pouvez faire. Et on peut faire la même chose pour SharePoint. On va par exemple parler des listes. Ici, la catégorie parente des listes, c'est SharePoint. Donc ça fait qu'on a bien liste, mais liste est une sous-catégorie de SharePoint. Donc vous pouvez créer des hiérarchies de catégories de cette manière. Ce que vous venez de faire pour les catégories, vous pouvez aussi le faire pour les étiquettes. Alors c'est quoi la différence entre une étiquette et une catégorie? Parce que les deux éléments peuvent vous permettre de structurer vos contenus. Ce que je pourrais dire, la manière dont je pourrais l'expliquer un peu simplement, c'est que les catégories, c'est un peu comme des boîtes à l'intérieur desquelles vous mettez vos contenus, par exemple dans notre cas des articles. Tandis que les étiquettes, c'est des mots-clés que vous accotez à vos contenus, quelle que soit la boîte dans laquelle ils se trouvent. Mais ça fait que vous pourrez un peu plus tard rechercher les articles qui matchent ce mot-clé-là ou cette étiquette, peu importe la boîte dans laquelle elle a été rajoutée. Alors, quel exemple je pourrais prendre? Bon, j'ai pas d'exemple en tête ici, mais au cours des prochaines séries, on verra ça de manière très pratique. Alors, quelles étiquettes est-ce qu'on pourrait prendre ici? On pourrait par exemple prendre étiquette web. Alors, étiquette, par exemple, web, ça c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que nos principales catégories sont SharePoint et WordPress. On s'entend que ce sont des technologies différentes. SharePoint, ça c'est du Microsoft. WordPress, ça c'est du PHP. Je dirais même du Linux PHP. C'est des univers à peu près différents. Les manières de faire sont différentes. Les philosophies sont aussi différentes. Les logiciels utilisés sont différents, etc. Mais ça concerne d'une façon ou d'une autre les pages web, les services web, etc. Donc, on peut créer une étiquette web de telle sorte que si on a un utilisateur qui cherche tout ce qui traite du web, peu importe si c'est du SharePoint ou du WordPress, qu'il ait la possibilité de retrouver ces articles-là. Donc, si on publie un article et on lui met l'étiquette web, peu importe que ce soit WordPress ou SharePoint, il va pouvoir la retrouver. Tandis que si on ne met pas d'étiquette, pour qu'un utilisateur retrouve un article en particulier, il faudrait qu'il se dirige dans la bonne boîte. Il faudrait qu'il sache par exemple que tel article se trouve dans telle catégorie, dans telle sous-catégorie, ce qui n'est pas toujours le cas. Si ce sont des habitués de votre plateforme, bon, ce sera tel que tel, mais s'ils ne sont pas habitués à votre plateforme, pour retrouver un article, ça peut être compliqué. C'est pour ça que les étiquettes, les mots-clés peuvent être extrêmement puissants parce que eux, ils permettent d'atteindre certains contenus, peu importe les barrières structurelles qui existent autour de ces contenus. Bon, c'est un peu philosophique tout ce que je raconte.
au cours des prochaines sessions, on aura l'occasion de le voir de manière plus pratique. Une fois que vous avez donc créé vos différentes étiquettes, vous pouvez créer votre article. Le processus de création d'articles est tout à fait similaire à celui de création d'une page, c'est-à-dire que vous allez au niveau du lien ajouté de la section des articles, vous fournissez un titre, vous faites également attention au référencement, vous fournissez également ici là un contenu. Donc là, on va prendre un autre paragraphe, on va l'appeler Courabitournek. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Courabitournek. On fait CTRL-SHIFT-V pour coller le texte brut sans la mise en forme éventuelle qu'il avait. Vous faites tout genre de mise en forme si ça vous plaît. Par exemple ici. Par exemple, je peux décider que... oups, désolé. Que ceci, c'est un titre. Là également, je vais rajouter un titre. J'ai un problème avec ma souris, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle fait des choses étranges. Par exemple, après avoir fait tout, et vous faites les mises en forme, le Graal italique, si vous avez des illustrations à rajouter à l'intérieur, vous pouvez le faire. Bon, je ne vais pas prendre le temps pour expliquer comment fonctionne. Nous sommes ici dans Gutenberg. Ce sera l'occasion de notre cours, etc. Et lorsque vous finissez avec votre contenu, ici dans l'onglet Documents, qui se trouve à droite, on a également les options de visibilité, comme c'est le cas pour les articles. Un article peut être, comme c'est le cas pour des pages, un article, comme les pages peuvent être publiques, privé ou protégé par mot de passe. Vous pouvez le publier immédiatement ou alors l'antidater, faire comme s'il a été publié plus tôt, ou alors le planifier pour qu'il soit publié plus tard. Vous pouvez le mettre en attente de relecture, de telle sorte qu'il ne sera pas directement visible sur Internet, mais il faudra qu'un autre administrateur vienne relire l'article, s'assurer qu'il n'y a pas de faute ou tout ça. Bon, ça dépend de comment est-ce que vous êtes organisé chez vous. Et après donc ces éléments, vous pouvez ici au niveau des catégories, assigner l'article à une catégorie en particulier, ou à plusieurs. Donc je peux l'assigner par exemple à SharePoint et à thème, ou à tout ça à la fois, ou juste à une catégorie. Ça dépend vraiment de vous et de ce que vous avez envie de faire. Et dans le cas où vous n'avez pas prévu toutes les catégories, vous vous rappelez qu'elle peut appartenir à une catégorie en particulier, vous pouvez toujours cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, je vais appeler la catégorie latin. Et vous choisissez la catégorie parente si jamais il y en a une. Ça, c'est une possibilité. Vous faites le même travail au niveau des étiquettes. Vous pouvez séparer... Ah, ici, il ne m'a pas proposé les étiquettes. Parce qu'on n'en a encore utilisé aucune, probablement. Donc, vous pouvez juste rentrer les étiquettes ici, là. Et vous les séparer par des virgules. Comme ceci. Donc, le latin est considéré comme une étiquette. Vous pouvez mettre des images en avant, exactement comme pour le cas d'une page. Vous pouvez décider au niveau des discussions si vous autorisez les commentaires ou les pings et les rétroliens. Ça dépend de chacun d'entre vous. Et des attributs de l'article, ça c'est en ce qui concerne la mise en page, vous pouvez définir les gabarits si jamais votre thème le permet. C'est pareil ici avec les extraits, vous pouvez définir l'extrait. Bon, mais on reviendra dessus lorsqu'on va parler du référencement de vos articles. De la même manière que nous en avons fait état pour les pages, dépendamment des thèmes que vous avez installés, il se peut qu'en dessous vous ayez des zones spéciales qui vous donnent des options supplémentaires pour gérer l'apparence et les fonctionnalités de votre article. Lorsque vous êtes prêt, il vous suffit juste de cliquer sur publier et publier à nouveau. Alors si on vient ici, on peut voir que l'article a été publié. Et contrairement
à la page où l'image mise en avant n'était pas du tout affichée, dans les articles, chez WordPress, chez Ocean WordPress, les images mises en avant, comment est-ce qu'on appelle ça, des articles sont bel et bien affichés. Pour les articles, en général, vous aurez des métadonnées qui vont apparaître. Là, vous avez le nom de l'auteur. Si vous vous rappelez ce qu'on avait vu parmi les options de départ, les configurations initiales, j'ai choisi ici comme nom d'affichage une étape à la fois. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il affiche l'article, il dit que l'auteur c'est une étape à la fois. Il met la date de publication, 24 mars 2020. Si vous avez fait attention à ce que j'ai réalisé tout à l'heure, je n'avais finalement pas choisi de catégorie. Donc par défaut, il a pris la catégorie non classée. Il affiche mon article. Et à la fin, il met mon icône. Si vous vous rappelez, si on revient ici au niveau de la... Oups, désolé. Utilisateur, mon profil. Il prend l'illustration de mon profil. Il prend les informations. Oups. Mon nom. Ma biographie. Voyons, est-ce qu'il a mon site web? Si je clique dessus. Non. Il n'a pas affiché mon site web. Je suis triste. Mais bref, ce sont des éléments qui sont hérités vraiment des réglages que vous avez fait préalablement. Très bien. Donc, une fois que votre article ou vos articles ont été créés, vous avez la possibilité de les modifier. Il suffit que vous reveniez dans le tableau de bord, commande de tous les articles. Vous aurez la liste de tous les articles qui existent. Vous pouvez les mettre dans la corbeille si à un moment donné ça ne vaut plus la peine. Vous pouvez les afficher, voir à quoi est-ce qu'ils ressemblent directement en ouvrant le lien affiché. Vous pouvez les modifier pleinement au niveau de leur titre, de leur contenu et des différentes options. Là, par exemple, je vais faire WordPress comme ceci. OK. Ou encore, vous pouvez faire une modification rapide qui, elle, ne va vous permettre que de changer les métadonnées de l'article, c'est-à-dire le titre, l'identifiant, la date de publication, qui peut être antidaté ou planifié vers le futur, mettre éventuellement le mot de passe ou rendre privé, changer ou modifier les catégories, modifier la mise en page ou la disposition, rajouter des étiquettes, changer également l'état de la page.